Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Donc ce soir, conférence concernant sujet que j'avais choisi il y a déjà un petit moment sur le Bauhaus, que j'avais envie de traiter aussi depuis fort longtemps. Alors, en intitulant, ça va, vous m'entendez? C'est assez fort. Bon. En intitulant ce sujet qui est présenté dans les flyers, dans la presse, les avant-gardes allemandes, l'exemple du Bauhaus, donc le titre complet, c'est déjà affirmé, c'est déjà apporter une réponse. Il va donc falloir démontrer que le Bauhaus est bien à l'avant-garde et pas simplement dans la modernité du moment. Définissons le terme Bauhaus. Bon, ben, je peux m'arrêter 2 secondes. J'ai pas commencé vraiment. Prenez place. Comme ça. Donc, définissons le terme de Bauhaus, qui est la juxtaposition du verbe bauen, qui veut dire construire, et du mot das Haus, la maison. Donc, la maison de la construction, si on veut. Mais comme c'est pas très joli, hein, j'ai plutôt tendance à proposer, disons, le lieu, on va dire ça comme ça, le lieu où l'on va réfléchir et se former au métier de la construction, de l'habitat et du design. Donc c'est un peu compliqué et un peu long, mais je crois que c'est la meilleure transposition que l'on pourrait faire. Donc 4 questions se posent donc. Le Bauhaus est-il un mouvement d'avant-garde? Les objectifs fixés ont-ils été atteints? La courte existence, 14 ans, hein, du Bauhaus, a-t-elle été un obstacle à son expression? Et quels apports le Bauhaus dans l'esthétique, quels sont les apports du Bauhaus dans l'esthétique et l'architecture contemporaine? D'autres questionnements apparaîtront en filigrane. Donc, je vous propose le sommaire suivant. Donc, l'introduction que je viens de dire. Ensuite, 5 points. Le contexte politique et social de l'Allemagne en 1919, les lieux et les hommes. Alors ici, les lieux, c'est les 3 villes où le Bauhaus va successivement se déplacer, et les hommes en question, il s'agira particulièrement sur ce point-là des directeurs. 3 directeurs, 3 architectes se succéderont, pour les raisons que l'on verra, à la tête de cette école, finalement. Une pédagogie audacieuse, et on verra en quoi elle l'est en effet, création, production, et la fin et les prolongements, une autre vie commence. Donc, c'était l'introduction. Contexte politique et social de l'Allemagne en 1919, la guerre prend fin le 11 novembre, et 2 jours avant, la guerre prend fin, l'armistice est signé, en tout cas entre l'Allemagne et les autres belligérants. L'empereur Guillaume II a abdiqué le 9, et donc de fait, la République est proclamée. C'est donc une Allemagne affaiblie et en proie à des bouleversements importants, des bouleversements politiques notamment, qui se dessinent. Dès lors, la ville de Weimar va devenir le centre d'une importante agitation, puisqu'elle devient, et non Berlin, le lieu où l'Assemblée constituante va se réunir à partir de février 1919 pour élaborer ce que l'on appellera la République de Weimar, et qui est tout simplement la constitution de cette nouvelle République, promulguée quelques mois plus tard, en août 1919, et dont
la brève existence sera marquée de nombreux soubresauts pour expirer le 30 janvier 1933 avec la désignation d'Hitler comme chancelier. C'est l'exacte durée du Bauhaus, 1919-1933. Et ce que vous apercevez à l'écran, les deux monuments qui sont ici, symbolisent ces débuts justement de violence politique qui secouent l'Allemagne et dont le Bauhaus va être en quelque sorte partie prenante. Vous avez à droite, le document de droite, le monument à Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, assassinés en 1919, qui étaient donc parmi les deux chefs de file de la révolution spartakiste, et dont, en 1926, l'Allemagne, en tout cas à l'initiative du Bauhaus et de certains dirigeants du pays, honorera la mémoire par la construction de ce monument qui se trouve à Berlin. Le document de gauche, alors celui-ci n'est pas politique, il est plutôt social, puisque c'est la mémoire de grévistes qui ont été réprimés en 1921 dans la région de Weimar, qui pourtant, je vais vous le dire dans un instant, était une ville plutôt paisible et peu industrialisée, mais qui ont fait grève, qui ont manifesté et qui ont été durement réprimés. Et ce monument est en leur souvenir, il date de 1921. Ces deux monuments sont l'œuvre de de deux directeurs de ce Bauhaus, c'est-à-dire deux architectes qui œuvreront à la fois pour l'esthétique, mais aussi dans une démarche politique. Alors on va les voir dans un instant, ces deux personnages. Alors, deuxième point, les lieux et les hommes. Alors, vous avez trois villes qui vont apparaître ici en caractère gras, Weimar, Dessau, Berlin. Ce sont les trois villes où le Bauhaus va étendre son enseignement. Weimar, la ville qui devient à un moment haut lieu de la réflexion politique et constitutionnelle, et qui va se trouver aussi au cœur de cette nouveauté artistique. Bon, Dessau, Berlin, on y reviendra. Ensuite, et puis vous avez trois directeurs. D'abord, Walter Gropius, qui sera l'emblématique directeur de sa création jusqu'à 1928, au moment où il démissionnera tout simplement pour des raisons professionnelles, parce que tous n'ont pas abandonné leur profession initiale. Hannes Meyer, qui lui le sera ensuite de 1928 à 1930, et pour terminer, qui en fera en quelque sorte la fermeture, Ludwig Mies van der Rohe, de 1930 à 1933, architecte également. Bon. Alors, ces trois hommes à la tête du Bauhaus sont tous les trois des architectes, tous les trois avec des engagements politiques tout à fait fermes, des convictions fermes à gauche, qu'ils sauront plus ou moins, disons, rendre discrètes en fonction des situations pour maintenir la survie, pour maintenir la pérennité de l'école. Alors, on les revoit, et on revoit ces trois lieux, sur lesquels je reviens un court instant. Weimar, on va dire que c'est la ville qui symbolise les débuts difficiles de l'école,
contexte politique, contexte matériel d'une Allemagne qui redémarre, mais où l'idéal se met en place, l'idéal de l'école, l'idéal pédagogique, l'idéal intellectuel. Dessau, ça va être la maturité et le rayonnement. C'est là, en effet, que la grande envolée, finalement, la maturité, donc, se trouve. Et puis Berlin, ben, finalement, c'est le repli et c'est la fin. Donc, alors, commençons par Weimar. Je ne vais pas vous parler de chaque ville l'une après l'autre tout de suite de cette manière-là, mais on commence par Weimar. Alors Weimar, c'est une ville de 44 000 habitants en 1919, petite ville, capitale du Land de Thuringe, et d'ailleurs à cet égard, rappelons que depuis la République de Weimar, le système fédéral du découpage en Länder a été établi, a été construit. C'est une ville paisible, capitale, donc on vient de le dire, certes, mais au conformisme un peu provincial. L'école aura d'ailleurs un peu à s'en mordre les doigts. Pour autant, elle est considérée, la ville, comme finalement assez centrale, et quand il va s'agir d'élaborer l'école et de choisir un lieu, ben finalement, ça pouvait apparaître comme assez privilégié. Weimar, c'est aussi un haut lieu de la culture allemande, puisque Bach y a été organiste au début du XVIIIe siècle et pendant un certain temps. Goethe et Schiller y ont enseigné, y ont travaillé. Et ensuite, d'une manière plus récente, Nietzsche y est mort, il a vécu et est mort, et ses archives y ont été conservées. Donc vous voyez, il y a une certaine, on va dire, une certaine tradition culturelle, et puis à cela, l'université de Weimar est particulièrement active et réputée. Dans cette ville, il y a deux écoles d'art. Ce n'est pas tout à fait rare, ce n'est pas tout à fait isolé comme situation. Deux écoles d'art. Une école d'art appliqué et une école des beaux-arts, dont les autorités du Land, de Thuringe, voudraient voir la fusion en un seul établissement, et pour cela recherchent un directeur, à la fois donc capable de faire cette synthèse et puis d'emmener vers un projet ce nouvel établissement qui devrait prendre le nom de Hochschule für Gestaltung, c'est-à-dire école ou institut supérieur de design. Appel à candidature est lancé et c'est le dossier de Walter Gropius qui est retenu. Donc, attendez, non, il est là, Walter Gropius. Alors, il est un architecte déjà réputé, il a une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans à ce moment-là. Il a un cabinet d'architecture avec un associé à Berlin et avant la guerre, il a déjà créé un certain nombre d'œuvres remarquables, remarquées, que ce soit une usine dont on verra dans un instant, enfin un peu plus tard, ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est-à-dire de beaux restes, et d'autres éléments, d'autres bâtiments qui ont été éphémères parce qu'ils étaient pour une exposition d'architecture et de design, mais qui ont été remarqués en leur temps, et tout cela avant la Première Guerre mondiale. Son dossier est audacieux, et il est pour cela appuyé dans sa candidature par l'ancien directeur de l'école des Beaux-Arts, Henri van de Velde, qui a été de 1901 à 1914 le directeur assez emblématique finalement de cette école, puisqu'il était l'un des chefs de file de l'art nouveau, de Jugendstil,
architecte belge, dans la veine, si vous voulez, d'Horta, si certains connaissent Horta. Bon, mais comme il était belge, effectivement, en 1914, il a dû démissionner, il a dû quitter l'Allemagne, puisqu'il était de nationalité ennemie, finalement. Hein, donc. Mais, malgré tout, sans vouloir revenir, il n'a pas l'intention de revenir, il est déjà âgé, il a exactement 20 ans de plus que Walter Gropius, donc il passe la main. Et il a d'autres projets de toute façon. La guerre a profondément marqué Gropius. Officier de cavalerie, on le voit ici sur la photo de droite. Il a été blessé, grièvement blessé. Il a fait la guerre, notamment sur le front de la Somme, et ça l'a profondément changé, marqué. Et donc son métier d'architecte, finalement, ne lui convient plus complètement, plus suffisamment. Il considère que sa mission, elle doit être ailleurs, dans l'enseignement notamment. Un enseignement qui, pour lui, est le vecteur majeur du rapprochement entre le monde de l'art, le monde de l'artisanat et le monde de l'industrie. Sa réflexion, elle peut apparaître tout à fait nouvelle, évidemment aux yeux des contemporains, aux yeux des autorités de Thuringe qui finalement trouvent la démarche intéressante, mais en même temps, elle n'est pas complètement isolée, elle n'est pas complètement neuve non plus, puisque cette inspiration-là, il la trouve au XIXe siècle, en Angleterre notamment, dans le mouvement Art and Craft, auprès d'un William Morris, qui dans les années 1860 avait imaginé une société, des micro-sociétés finalement, urbanisme, esthétique, ameublement, pour les populations les plus modestes et qui auraient pu se développer si ça avait été poussé un peu plus et s'il n'avait pas été, lui, Maurice, trop en avance sur son temps. Donc il y avait quand même déjà des choses intéressantes faites à ce moment-là. Inspiration évidemment auprès de Van de Velde dont je parlais. Inspiration également dans quelque chose qui peut nous paraître étonnant, le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, plus précisément, la cathédrale, vous savez, la cathédrale gothique, quand on construit une cathédrale gothique, on fait appel à des architectes, des concepteurs donc, on fait appel à des maçons, des bâtisseurs, on fait appel à des artistes, des sculpteurs, des verriers. Hein. Bref, c'est justement l'alliance de tous ces métiers qui se conjuguent pour une œuvre commune, et une œuvre en plus durable. Donc cette démarche-là, il la conçoit, mais elle n'est pas non plus uniquement dans cet esprit-là. Il faut se rappeler une chose, c'est qu'à la fin tout au long du XIXe siècle, il y a à l'égard du Moyen-Âge un certain intérêt. Alors évidemment, c'est un Moyen-Âge romantique, idéalisé. Eh bien, malgré tout, voilà, tout cela se regroupe. Alors, je vais tout de suite passer, voilà, à cette image ici, la cathédrale. Donc c'est la cathédrale, justement, telle qu'elle est imaginée par un dessinateur qui sera professeur au Bauhaus, Lionel Feininger, cathédrale, gravure sur bois, 1919, et dont on peut aussi là trouver d'autres influences. Alors non pas par le sujet, mais par la représentation. Cette gravure sur bois, elle n'est pas sans
rappeler, et elle le rappelle vraiment, les expressionnistes qui ont largement utilisé ce type de support pour créer. Sauf qu'évidemment, on ne faisait pas des cathédrales, on faisait tout à fait autre chose. Mais la gravure sur bois, donc l'aspect, le support, et la façon d'utiliser le travail, ici, la plastique, est expressionniste. Donc vous voyez, il y a de multiples influences qui apparaissent ici. Une pédagogie audacieuse, c'est le troisième point. Alors, vous avez sur cette photo, bien sûr, ce petit rappel par la statue, ici sur une place de Weimar, de Goethe et de Schiller. Goethe à gauche, Schiller à droite. Et puis vous avez au pied de cette statue, d'une manière un petit peu iconoclaste, un groupe d'étudiants, vraisemblablement du Bauhaus, qui singe un tout petit peu ses ancêtres. Bon, alors, on va rester là-dessus pour l'instant. Alors, la pédagogie. Les premiers mois du Bauhaus ont été marqués par vraiment la détermination de réformer l'enseignement artistique. Pas simplement les autorités de Thuringe, dont je disais qu'ils voulaient fusionner pour X raisons, peut-être des raisons simplement budgétaires. Bon, mais là, on n'est pas sur cette voie-là. Ici, on est sur des aspects pédagogiques purs. Mais, évidemment, réformer l'enseignement artistique, en 1919, quand on est miné par un certain nombre de dissensions, qu'elles soient des dissensions internes, tout le monde n'est pas d'accord, des exigences extérieures, le monde, l'environnement, des crises économiques. Je rappelle quand même qu'en 1919, la situation est très dure. La reprise va être lente et elle va être aussi, pour l'Allemagne, périlleuse, puisque dès 1923, il y a une hyperinflation qui fait que tous ces projets vont être évidemment particulièrement lents et lourds à élaborer, à être mis en place. Et donc évidemment, le Bauhaus est assez vite obligé de redéfinir ses buts, de tempérer son idéalisme. On va tout de même dire, pour que l'on comprenne ensuite la façon dont ça évoluera, que le fonctionnement du Bauhaus, sa pédagogie, si vous voulez, moi je la vois sous 3 vocables. Elle est originale, on le verra, elle est complexe, en effet, et elle est évolutive. Bon. Donc. Complexe. Bon. Alors, les objectifs qui sont définis ici, à travers un manifeste publié en 1919 et un programme, obéissent à plusieurs objectifs. D'abord, l'objectif de sortir de l'isolement tous les arts qui se trouvaient les uns par rapport aux autres à fonctionner indépendamment, d'une manière isolée, d'inciter les artisans, les peintres, les sculpteurs, etc., à créer un projet commun, combinant tous leurs talents. Donc, voilà l'idée de la cathédrale. Ce manifeste, je vous en lis un tout petit extrait. L'objectif suprême de toute activité créatrice est l'architecture. Et on va voir en effet que tout ce que l'on va pouvoir créer, produire, les domaines dans lesquels on va pouvoir être formé, tous doivent concourir à un objectif,
c'est la formation de l'architecte en architecture. Deuxième objectif, élever le statut de l'artisan au même titre que celui de l'artisanat, au même titre que celui des beaux-arts. Encore une citation. Il n'y a pas de différence essentielle entre l'artisan et l'artiste étant un artisan exalté. Bon, voilà. Ce manifeste est publié. Oui, troisième objectif. L'école doit établir un contact constant, permanent, avec les dirigeants des métiers manuels, avec les industriels, et ce n'est pas une vision idéale ou idéaliste de faire sortir l'art, la création de sa petite coquille pour aller vers... Non, il y a de cela bien sûr, mais c'est aussi une réalité et une nécessité économique. Il va falloir se libérer des subventions publiques assez rapidement en vendant ces créations au public et à l'industrie. Le Bauhaus va courir constamment derrière les subventions, derrière l'argent, derrière les problèmes matériels, et essayer de commercialiser ce qui est produit, disons ce qui est créé pour une production, vers une production, comment on va dire, en de multiples exemplaires industrialisés, est un des objectifs. Et le constat aussi, ces contacts éviteraient à l'école un repli sur elle-même. Alors, parmi ces objectifs d'organisation, d'enseignement, il y a donc ce cercle-là avec un certain nombre de secteurs là assez compliqués que je vais vous expliquer. Alors, vous avez d'abord ce qu'on appelle... Alors, l'enseignement, c'est environ 7 semestres. D'accord? Alors, là encore, c'est évolutif. 7 semestres, on ne les avait pas complètement au début. Et puis à la fin, quand on sera à Berlin, et surtout, ça sera plus ça du tout. Mais pour l'essentiel, c'est quand même 7 semestres. Avec un premier semestre, donc 6 mois, vous avez... Alors, j'ai mon petit truc, si ça marche, là. Ça marche, ça? Non, ça marche pas. Bon, tant pis. Je ne sais pas comment vous montrer. Ah oui, j'ai appuyé le bouton, d'accord. Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Ici, voilà, vous avez cette demi-année, Halbjahr, Vorlehre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le cours préparatoire, le cours préliminaire, où les étudiants font ressortir leur talent artistique, essaient de voir ce dont ils sont capables, où ils ont la possibilité d'expérimenter autant de moyens, de création, d'aspects techniques que possible, en tout cas que l'école peut en offrir. Au début, ça reste très, très limité, qui permet donc de déterminer le domaine où l'étudiant a les meilleures aptitudes pour ensuite rejoindre véritablement les cours en tant que tels. Bon, c'est une période probatoire, on va dire ça. Et si l'étudiant n'obtient pas les résultats satisfaisants, il n'était pas autorisé à poursuivre au-delà de ces 6 mois. Donc. Ensuite, oui, on verra la suite. Donc à partir de là, avec cette organisation, Gropius, qui véritablement, c'est lui qui a tout pensé, tout écrit, espérait que les étudiants donc apprennent à travailler et à vivre ensemble dans cette micro-société qu'est l'école, qui doit être le modèle
d'une société future. Une société future, c'est-à-dire une société idéale. Hein. Et là, on n'est pas loin d'imaginer une société utopique. Cette société future, les étudiants devront la construire hein, quand ils auront quitté l'école, quand ils auront leur formation, et pour cela, l'école doit les former. La place est ouverte à la discussion, les étudiants siègent au conseil d'administration, chaque atelier, il y a des ateliers sur lesquels je reviens dans un instant, élit des représentants, et pour que cela puisse fonctionner, il faut que étudiants et personnel vivent ensemble, sur le même lieu. Ce qui ne se fera pas à Weimar pour des raisons financières, puisqu'on ne pourra pas élaborer ce projet au-delà de simplement l'établissement scolaire, qui d'ailleurs n'est qu'un établissement de récupération, si vous voulez. Tout ce qui est lieu de vie, lieu d'habitation extrascolaire, eh bien, ne se développera que plus tard, à Dessau notamment. Alors, les cours préliminaires. Ensuite, les ateliers. Alors, les ateliers, ce sont, voilà, hein, vous voyez, Stein, Holz, Métal, Gewebe, Farbe, Glas, Ton. Bon, voilà, ce sont les 7 ateliers que je vous traduis. Stein, donc c'est la pierre, c'est la sculpture. Holz, c'est la menuiserie. Métal, bon, métal, on a compris. Gewebe, c'est le tissu, le textile. Il va y avoir un atelier de textile très très actif. Farbe, c'est la peinture, la couleur. Glas, c'est le verre. Atelier verre. Et Ton, c'est la glaise, l'argile, c'est la céramique. Voilà. Donc ce sont les ateliers offerts aux étudiants, à partir desquels ils vont pouvoir effectivement offrir disons, faire preuve de leur capacité. Ces ateliers seront encore plus importants plus tard, il y en aura d'autres, au cours de la période. Hein, à Dessau notamment, on ira jusqu'à 12 ateliers. Pour que ça puisse fonctionner, il faut l'harmonie, il faut l'entente entre deux personnages, entre deux... ouais, voilà, il me semble bien que j'avais passé quelque chose. Entre les deux responsables de chacun de ces ateliers. Pour ces ateliers, à la tête de chacun de ces ateliers, il y a 2 professeurs. L'un nommé maître de forme, l'autre maître d'atelier. Alors le maître de forme, c'est le créateur, c'est l'artiste, c'est le peintre, c'est le sculpteur, c'est voilà, souvent d'ailleurs des créateurs reconnus déjà. C'est le théoricien, si vous voulez. Et le maître d'atelier, c'est l'artisan aux compétences techniques qui va donner aux étudiants ce savoir-faire nécessaire, hein, pour que l'on puisse poursuivre, que l'on puisse évoluer dans sa compétence artistique. Et donc, théoriquement, les deux ont le même statut, le même pouvoir, mais souvent la cohabitation s'avère un petit peu délicate, hein, entre ces 2 personnalités souvent de grand renom. Pour les maîtres de forme, si je vous dis Kandinsky, si je vous dis Paul Klee, même s'ils ont des personnalités souvent attachantes et qu'ils ne sont pas toujours imbus de leur personne, certains le seront. Comment, quand on est un technicien, certes maîtrisant bien son domaine, faire face à de tels
personnalité, ce n'est pas facile. Donc ça sera la grosse difficulté. Alors, le recrutement des professeurs, donc, maintenant. Puisqu'on a la structure, il faut recruter les professeurs. Alors, pour cela, Gropius a entière liberté dans ses choix. Pour ses maîtres de forme, justement, hein, donc, il va faire appel à des personnalités souvent déjà connues, reconnues. Alors, Kandinsky et Klee, dont je parlais à l'instant, ils n'arrivent pas tout de suite, mais bon. Mais en tout cas, des personnalités qui ont déjà une certaine compétence, une certaine reconnaissance. Souvent, ce sont des peintres. En tout cas, les premiers que l'on recrute, ce sont 3 peintres. On n'en recrute que 3, donc ça veut dire qu'il n'y aura que 3 ateliers au départ, tout simplement pour des raisons budgétaires. Là, au cours de la première année et demie, des peintres qui ont connu avant-guerre un certain succès dans le mouvement expressionniste à Berlin ou à Vienne. Alors, je vous donne 3 noms, hein, donc Itten, Feininger et Marx. Bon, Feininger, bon, on vient de le voir, c'est celui qui a fait la cathédrale, hein. Donc il a été particulièrement déjà repéré et reconnu. Et puis Itten, je vous parle d'un Itten, je vous montre pas sa tête. En fait, je vous montre simplement les trois directeurs et puis accessoirement Klee et Kandinsky. Il s'agit autrement, on s'en sortirait pas. Itten qui est au départ qui est instituteur, si vous voulez, très très intéressé par la peinture et qui enseigne la peinture à Vienne, et qui est autour de la forte personnalité d'Alma Mahler à Vienne, hein, l'une des têtes pensantes de ce qu'est le petit cénacle artistique et intellectuel du Vienne d'avant-guerre, des lendemains de guerre. Alors, Alma Mahler, autour d'elle Schoenberg, Arnold Schoenberg, le musicien, l'architecte Adolf Loos, toutes ces personnalités, évidemment, vont influer un peu aussi, vont jouer un rôle majeur, à la fois dans l'enseignement, dans les orientations que prendra le Bauhaus. J'ajoute par parenthèse qu'Alma Mahler, veuve Mahler, hein, est la première épouse de Walter Gropius. Donc on comprend la connexion puisqu'en 1915, Gropius épouse Alma Mahler, qui ne viendra pas souvent à Weimar. Elle reste à Vienne. Weimar, hein, c'est province, si on peut dire, pour ces intellectuels, ces artistes dont la réputation est, bon, voilà, un petit peu, disons, les rangs coupés du monde, finalement. Alors, ces professeurs, dont la personnalité, on l'a dit, est souvent assez forte, vont jouer un rôle majeur dans le recrutement des élèves. Bon pédagogue, bien sûr, mais aussi il joue un rôle de sélection, hein. Ce qui, pour Gropius, bien sûr, peut être une aide, hein, mais peut aussi dévoyer au son ses plans, remettre en cause son autorité,
et je pense notamment à celui dont je viens de parler, un certain Iten, I-2-T-E-N, qui, adepte du zoroastrisme, donc voilà, une doctrine assez particulière, prône des exercices physiques, mentaux, un régime végétarien, va s'habiller d'une manière assez particulière, avec une grande robe, un col qui lui monte jusqu'au cou, alors que tout le monde est plutôt à l'époque, évidemment, costume, cravate ou nœud papillon, va avoir une influence que l'on pourrait qualifier pratiquement de gourou, hein, sur l'enseignement, sur l'orientation, sur le choix et l'enseignement des élèves, des étudiants. Bon, néanmoins, tout en sachant cela, Gropius lui fait confiance, puisqu'il est quand même un excellent pédagogue et un artiste confirmé. Bon. Donc on voit bien qu'avec de telles personnalités, les maîtres de forme, donc artistes, volent la vedette le plus souvent aux maîtres d'atelier, les artisans. Les étudiants, comment sont-ils recrutés? Alors, au départ, c'est un groupe parfaitement hétérogène. Quand en 1919, l'école ouvre ou rouvre, sous cette forme nouvelle, on va y trouver alors, les anciens élèves de l'école des beaux-arts de Weimar qui ont interrompu leurs études du fait de la guerre et qui vont finalement se trouver un peu déroutés par les objectifs et par la pédagogie. On va y trouver des étudiants qui viennent d'ailleurs parfois blessés, traumatisés par la guerre. On va y trouver aussi ceux que Iten amène avec lui depuis Vienne, et qui, évidemment, arrivent en province, si on peut dire, dans leur façon de voir les choses. Donc c'est quand même un peu hétérogène. Il va falloir harmoniser tout cela, que chacun puisse s'orienter vers un enseignement identique. Et puis parfois, il y a aussi l'âge. Vous avez des étudiants un peu attardés, qui souvent sont proches, ou parfois ont exactement le même âge que leurs professeurs. Alors comment les candidatures sont-elles retenues? Chaque candidat doit fournir un échantillon de ses travaux personnels, puisque ce sont quand même des artistes, un curriculum vitae, et puis aussi de manière absolument formelle, un extrait de casier judiciaire et un certificat médical. Donc vous voyez, on n'est pas dans l'approximation, on n'est pas dans le délire. Bon, ces dossiers sont examinés par Gropius et par les maîtres, qui ensuite acceptent ou pas les candidats. Les élèves, donc ainsi admis, ne le sont que pour 6 mois, donc 6 mois probatoires, puis deviennent membres de l'école, s'ils sont retenus, et choisissent un atelier. L'assiduité aux cours et aux ateliers est obligatoire, et les étudiants doivent achever chaque étape du cursus en un temps déterminé. Donc, si vous voulez, cette école qui peut apparaître par certains côtés aux yeux des plus conservateurs comme farfelue, comme un peu irrationnelle, bon, a quand même des règles absolument carrées, et elles le seront tout au long de sa durée. Il n'est même pas si facile que d'entrer au Bauhaus. Il n'y a eu sur les 14 années que 1250 inscriptions. Sur ces 2500 inscriptions, 2500
c'est 1250 inscriptions. Vous pouvez retirer tous ceux qui n'ont pas fait l'affaire au bout de 6 mois, tous ceux qui se sont découragés, et il y en a eu aussi parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils recherchaient. Bref, au bout du compte, ce n'est pas une école ouverte à tous aussi facilement. Mais ceux qui s'y fixent, ceux qui y restent, et qui font le cursus tout au long disons dans sa totalité, vont ressortir avec une spécialité, disons avec une formation tout à fait intéressante. Ils étaient venus avec une spécialité ou avec des idées préconçues sur une spécialité particulière. Et leur parcours leur permet d'acquérir des compétences variées et des connaissances solides. À tel point que certains étudiants, bien avant d'ailleurs d'avoir terminé leur cycle-là, participent à des projets extérieurs à l'école, des projets privés, pour l'industrie, pour l'architecture, dans la conception, dans l'ameublement, pour lesquels d'ailleurs ils seront rétribués. Alors, c'est aussi une particularité de l'école. Il y a constamment cette ouverture sur le monde extérieur. On est étudiant, mais on peut travailler à l'extérieur, et souvent d'ailleurs certains le feront, mais ça sera sous forme de petits boulots, si on peut dire. Bon, mais ça c'est pas tout à fait original. Mais par contre, participeront à des projets en liaison avec leurs études, pour lesquels, effectivement, ils seront payés. Les professeurs eux-mêmes n'abandonneront pas leurs activités. Gropius et les 2 autres directeurs, tous les 3, je vous ai dit, architectes, continueront, plus ou moins, à poursuivre leurs activités dans le domaine privé. Bon, voilà, donc on est... Les étudiants avaient disons, pouvaient porter un regard critique sur le fonctionnement de l'école. Gropius les y encourageait. D'ailleurs, il pouvait faire des propositions. Il considérait même parfois que les professeurs n'étaient pas, disons, on va dire, ne jouaient pas suffisamment le jeu, manquaient d'implication à la vie à l'école, à la vie de l'école, ne participaient pas aux fêtes, aux bals, aux concerts, parce qu'effectivement il y en aura pas mal. Et disons qu'ils étaient distants par rapport à l'état d'esprit de l'école, du Bauhaus, tel qu'on aurait pu l'espérer. Bon. Des passerelles existaient, on l'a dit, entre l'extérieur et l'intérieur, entre le monde de l'entreprise, si vous voulez, pour faire simple, et la formation. À l'intérieur de l'école également, quand on était dans un atelier, l'atelier Holtz par exemple, de menuiserie, eh bien on n'y était pas enfermé. On pouvait passer d'un atelier à un autre. On pouvait également apporter sa personnalité, sa contribution pour faire évoluer la technique, pour faire évoluer la conception artistique. Certains étudiants, d'ailleurs, devinrent maîtres de forme, maîtres d'atelier, autrement dit, devinrent professeurs. Disons clairement les choses, certains devinrent ce qu'on a appelé, il y a un statut qui a été créé comme ça, jeune maître. C'est-à-dire, finalement, on n'était pas encore un maître définitif, on était sur le chemin de devenir un maître, un étudiant. Ce qui, en fait, n'était qu'une petite astuce pour moins payer les professeurs. Là encore, vous voyez, problème d'argent. Alors, bon, ces passerelles
hein, était souvent rendu possible par l'âge dont j'ai parlé. Donc, création, production. Alors, les objectifs. Alors, Walter Gropius a fixé un certain nombre d'objectifs à la création, à la production. Former des artisans, former des artistes, on l'a déjà dit, capables d'être autonomes dans la vie professionnelle après l'école. Donc c'est, bon, disons, une volonté vraiment de formation pour que ça puisse être débouché par un métier et non pas un enseignement non utile, quoi, finalement, non applicable. Bon. Deuxième objectif aussi, créer de l'originalité, créer du beau, créer aussi du reproductible, c'est-à-dire ce que l'on crée d'une manière unique ou quasi unique ne doit pas le rester. Le but, c'est d'en faire, de pouvoir le multiplier au sein de l'industrie pour que ça puisse à la fois, donc, bien sûr, être commercialisé, mais aussi baigner la société, influer la société en matière d'esthétique. Et puis, évidemment, je ne le répéterai jamais assez, parce que c'est quand même l'un des fondamentaux, assurer à l'école des rentrées financières pour être autonome grâce aux ventes effectuées et se libérer de ces subventions dont on va voir d'ailleurs qu'elles sont de véritables pièges pour l'école. Ces créations, elles sont d'abord celles des professeurs qui montrent à leurs étudiants ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ont fait antérieurement ou ce qu'ils font parallèlement. Alors je vous donne trois exemples. Vous avez ici une usine, enfin un bâtiment, donc je vous dis que c'est une usine. C'est l'usine Fagus-Werk, dont les plans, dont la réalisation a été faite par Walter Gropius en 1911, c'est-à-dire, vous voyez, bien antérieurement à la création de l'école. L'atelier de Walter Gropius avec son associé, il a un associé, ils travaillent ensemble, ont créé cette œuvre. Bon, ici vous avez, c'est restauré, ce sont des photos qui datent de 2011, c'est-à-dire du centenaire, qui a donc été... donc il y a eu dans les magazines, ici c'est un magazine, je ne sais pas si on voit, allemand. Et donc il y a une petite citation de Gropius. Bon, alors le travail, on cite simplement un tout petit extrait, le travail nécessite des palais, la création de palais. Autrement dit, le travail ne doit pas être relégué dans les bas-fonds d'ateliers, donc comme on l'a trop vu, comme on le voit encore à ce moment-là. Non, le travail mérite mieux, et les ouvriers, bien sûr, avec. Donc là, on a quand même, vous voyez, une certaine démarche déjà bien avant l'école. Autrement dit, Gropius, ce qu'ils font dans 1920, bon, est ancré déjà sur une réflexion bien antérieure. Ici, eh bien, il s'agit d'un tableau de Kandinsky. Alors, de 1923. Alors, ce n'est pas réalisé par l'école,
dans le cadre de l'école, hein, c'est tout à fait indépendant, personnel, mais ça aura pour mérite, évidemment, de montrer aux élèves un certain nombre de lignes directrices. Alors, parce que, tout de même, il y a un reproche aussi qui est fait à certains professeurs. Ils enseignent, ils donnent des conseils, mais finalement, ce qu'ils produisent reste secret. Reste un peu... reste secret, tout simplement, ils ne le montrent pas à leurs étudiants. Et c'est le reproche que font à certains professeurs les étudiants. C'est pour cela que Kandinsky montrera cela, de même que son complice, parce que bon, ils sont vraiment copains, Paul Klee, hein, ici. Alors, puisque justement, je veux dire qu'ils sont complices, ils sont vraiment copains, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur une photo que j'avais un peu squeezée, là, et qui n'est pas inintéressante. Vous allez voir, hop là, c'est celle-ci. Alors, ici, vous avez à droite Paul Klee avec sa grande cape et veste sombre Kandinsky. Ils sont, on est en 1929 là, hein, ils sont sur la plage d'Hendaye. Bon, oui, bon, vous savez, son professeur ont les moyens, et puis ils sont payés par le Bauhaus, mais aussi hein, ils vendent leur production, et ils passent leurs étés souvent sur les plages un peu du sud de l'Europe. Et la pose qu'ils ont ici, ben, regardez, non, c'est celle-ci. Hein, c'est un petit pied de nez aussi à leur prédécesseurs, Goethe, Schiller, enfin disons leurs prédécesseurs en tout cas à Goethe et à Schiller. Bon, ce n'est jamais dans cette école de toute façon dénué d'humour, dénué de dérision. Hein, jamais. Donc je reviens. Donc voilà ces œuvres. Donc ces œuvres ne reflètent pas l'activité du Bauhaus, mais prouvent la grande maîtrise des enseignants. Alors maintenant, les ateliers. Alors je vous ai montré sur le grand cercle un certain nombre d'ateliers. Je vais en prendre quelques-uns ici en exemple. L'activité de l'atelier textile. Bon, vous voyez pas ce qui est marqué. Bon, c'est pas grave parce que de toute façon, ici, il y a une erreur. Mais bon, oui, parce que c'est pas possible. Alors, l'atelier textile. Alors, vous avez l'atelier en lui-même, avec les deux métiers que vous apercevez, et vous avez le résultat, en dessous d'une des œuvres, d'une des productions. Alors, il est fortement féminisé, ce qui permet d'ailleurs de faire une petite parenthèse sur les filles, les femmes au Bauhaus. Elles sont nombreuses, hein, relativement nombreuses en tout cas. Hein, c'est une forte minorité. Alors, on les voit ici dans cet atelier textile. Elles sont effectivement surreprésentées là, mais elles sont aussi dans d'autres ateliers. Cette photo date vraisemblablement de 1929 et pas 19 comme le dit la légende, puisqu'on nous dit qu'il s'agit de Dessau en 1919, donc si c'est Dessau, c'est pas 19, si c'est 19, c'est pas Dessau. Mais quand on voit un petit peu la tenue vestimentaire, on est plutôt à la fin des années 20. Alors, recherche de couleurs, on le voit ici, hein, de forme, et une volonté de production, on va dire, commercialisable. Et en effet, dès le début, l'atelier textile est, alors, sans dire qu'il soit véritablement rentable, en tout cas, génère de fortes
source de revenus, puisque ces productions, finalement, se vendent assez bien, elles plaisent au public, et puis c'est assez facile à produire. Ensuite, ici, avec ces trois productions, c'est l'atelier métal. L'atelier métal, avec une création disons à droite, Marianne Brandt, 1924, Brandt comme Brandt, comme Willy, qui est alors une créatrice tout à fait intéressante qui non seulement aura une réussite particulière dans ce domaine, mais aussi dans d'autres activités du Bauhaus. Alors c'est un encrier avec le support pour le porte-plume, pour le stylo à encre. En haut, c'est un cendrier et ensuite, c'est une théière. Ces activités, ces productions plutôt de l'atelier métal seront ensuite, disons, transposées au stade industriel ou semi-industriel, puisqu'elles feront l'objet d'une assez forte commercialisation. Ce qui n'est pas le cas du document ici, qui est plutôt de l'ordre de la démarche un peu intellectuelle. Un berceau, créé en 1922, en bois, en rotin, en acier. Le bois, c'est le jaune et le rouge. Le rotin, c'est les flancs un petit peu marron. Et l'acier, c'est les cercles bleus. Bon, alors ici, on est véritablement dans un travail, on applique les cours de Kandinsky et de Klee sur les couleurs et les formes. Pour Klee et pour Kandinsky, à une forme, il y a une couleur qui s'adapte, une couleur et une forme, etc. Donc voilà, ici, c'est purement, ça ne sera jamais véritablement produit. Quelques exemplaires seulement. Bon, ensuite, alors, cette lampe ici, on va pouvoir parler ici plutôt, alors, à la fois d'un atelier d'ameublement, un atelier, c'est marqué métal, mais bon, c'est plutôt l'ameublement globalement. Cette lampe ici, lampe Wagenfeld de 1923, avec donc la partie publicitaire du catalogue, un catalogue, car s'il y a catalogue, c'est qu'il y a une volonté de commercialisation, et une photo récente donc d'une reproduction, car effectivement cette lampe est toujours produite, certes en série très limitée, mais on peut l'acheter. Bon. Ça coûte c'est pas très bon marché, mais enfin, encore. Oui, on est aux alentours de 400 €. Oui. Et ça fait 35 cm de haut. Hein. Donc, alors, maintenant, ici, l'atelier, toujours dans l'atelier ameublement. Alors, ici, on est, je dirais, dans les vedettes de ce qui est produit par le Bauhaus. Ce fauteuil, c'est ce fauteuil marron que vous avez à droite, et puis en photo contemporaine et actuelle, et puis ici, à côté, à gauche,
C'est ce qu'on appelle le fauteuil Vassili. Aujourd'hui, on appelle ça comme ça. Bon, en fait, ça s'appelait tout simplement le fauteuil club, hein, B3, hein, référencé B3. C'est le fauteuil club de Marcel Breuer, B-R-E-U-E-R, Marcel Breuer. Alors, voilà, personnage intéressant, important, qui d'abord n'est qu'un entre comme étudiant, hein, et qui va faire preuve d'une très grande qualité artistique, de créativité, et qui évidemment deviendra voilà, maître de forme, jeune maître, et qui plus tard ensuite deviendra architecte, bon, réalisera, enfin on ne va pas brûler les étapes, mais enfin bon, hein, si vous connaissez l'UNESCO à Paris, bah, c'est lui qui en est, peut-être pas, bon, on pense à ce qu'on veut, mais enfin, bon voilà, il est l'architecte du bâtiment de l'UNESCO à Paris en 1953, plus tard, bien plus tard. Donc ici, 1923. Alors, la personne qui est assise avec son masque, bon, ça permet aussi d'introduire quelque chose d'assez particulier. C'est que la photographie va jouer un rôle aussi important au sein de l'école. Il y aura un atelier photographie. Alors, non pas dans le but de commercialiser, mais purement d'expression. Hein. Et ces photos, hein, qui tout au long de la période ne vont cesser d'être faites, sont à la fois du reportage, mais aussi un regard sur soi-même, une espèce de mise en abîme, une espèce de, parfois, forme de création artistique. Donc, vous voyez ici l'élève, bon, vraisemblablement du Bauhaus, qui prend la pose avec un masque, le masque aussi créé dans un atelier du Bauhaus. Et on en verra pas mal, il y en a beaucoup de photos de cette façon-là. Alors, bon, les œuvres de Breuer, Marcel Breuer, de structure tubulaire, oui, on regarde, on voit mieux de près, de structure tubulaire, vous voyez ici, ont aussi comme but d'être commercialisés. Et vous avez un catalogue ici qui date de 1928, dans lequel on reconnaît, hein, voilà, oui, voilà, Club Sessel, fauteuil club, hein, le fauteuil club, et puis d'autres formes, d'autres aspects de sa production, disons de sa création. Ensuite, c'est produit à l'échelle industrielle. Bon, est-ce que c'est véritablement rentable? Ce n'est pas certain, mais en tout cas, il y a cette volonté. Je reviens un tout petit peu en arrière pour parler de ce fauteuil à l'assise et au dossier marron. En quoi est-il? Bien, là encore, c'est une activité d'un des ateliers de l'activité textile, puisque l'assise est en textile renforcé, c'est-à-dire du coton qui a été tissé par l'atelier textile, auquel on a rajouté de la paraffine et de la cire pour en faire quelque chose de rigide. Ce n'est pas le cuir luxueux, blanc ou noir que l'on peut trouver aujourd'hui, car effectivement ça aussi c'est produit et qui vaut dans les 1800 euros. Non, quelque chose de plus modeste. Alors pourquoi c'est... Alors, bon, je vois que le temps tourne, mais c'est quand même intéressant de s'arrêter un tout petit peu là-dessus. Sur cette démarche de tubulaire, hein, coudé, de Marcel Breuer. Bon, il faisait du vélo, il était cycliste,
Donc, vous voyez, il a imaginé, il l'a dit lui-même, hein, un jour en faisant du vélo, pourquoi n'imaginerait-il pas, ne concevrait-il pas des œuvres à partir de cette technique? Bon, voilà, ça paraît très très original, en effet, mais en même temps, c'est pas si original que ça, puisque, alors, bien avant, dans les années 1860 et quelques, un industriel allemand, peut-être connaissez-vous, Thonet, T-H-O-N-E-T, a fabriqué des chaises en bois, cette fois, selon cette technique de branchage, en quelque sorte, puisque ça restait rond, quoi, tubulaire, coudé, hein, la parenté n'est pas uniquement là-dessus, mais aussi sur la commercialisation, puisque vendu en kit, et commercialisé à grande échelle, déjà dans cette seconde moitié du XIXe siècle, pour faire face au marché, hein, pour marché des brasseries, des cafés, et ça existe toujours, hein, les chaises Thonet, voilà, qui d'ailleurs, la société aujourd'hui reprend dans sa production certaines œuvres, hein, du Bauhaus. Donc, alors, autre production, création, d'une autre esthétique, en 1929. Donc on est, vous voyez, on est à peu près au même moment. C'est ce qu'on appelle la ligne des fauteuils de la ligne Barcelone. Hein. On le comprendra dans un instant pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est l'architecte, mais qui n'était donc pas qu'architecte, Mies van der Rohe, hein, qui deviendra directeur, qui en est à l'origine. Bon, j'avance. Voilà, bon, ça c'est la mise en situation. Hein. Alors, autre atelier, c'est celui de l'atelier graphisme, imprimerie, publicité. Donc ça, c'est une commande, hein, réalisée par l'atelier graphisme, dont on voit deux éléments, hein, à la fois l'aspect imprimerie, dessin, couleur, et en juxtaposition, une photo. Donc voilà, hein, l'atelier travaillait aussi. Bon, ici, l'imprimerie. L'imprimerie, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. En 1923, le Bauhaus fait une exposition bilan en quelque sorte de ce qu'il a produit depuis sa création, et donc il y a des affiches, il y a des invitations qui sont produites. Alors à gauche par Kandinsky, hein, et à droite par Laszlo Molinagi, c'est-à-dire un Hongrois spécialiste de typographie, dessin, qui jouera un rôle majeur, et dont la femme d'ailleurs sera Lucia Moholy, une grande photographe, hein, au sein du Bauhaus, témoin, hein, de ce qui se passe. Ici, deux dessins préparatoires, enfin un peu plus que préparatoires, pour des maquettes, l'une pour un kiosque journaux, un Zeitungen journal, et l'autre pour une salle de cinéma, Kino, de Herbert Bayer, de 1924. Alors là, Bayer, c'est l'utilisation de la couleur, c'est quelque chose d'assez fort, et bon, évidemment, ça reste des études. Ça n'ira pas au-delà. Il n'y aura jamais de cinéma comme ça, il n'y aura jamais de kiosque qui apparaîtra de cette façon. Bon. Jusque-là, il y a un atelier dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'atelier d'architecture. Et effectivement, il n'apparaît qu'en
qu'à la période Dessau, c'est-à-dire en 1926. Bon, je ne suis qu'à la page 14 et j'en ai 20, il faut que j'accélère. Weimar, ça a duré longtemps, mais les autorités de Thuringe, qui ont été si attentives, protectrices, eh bien, ma foi, vont changer d'avis. Bah, elles changent d'avis parce que ça change de personne. Ce sont les conservateurs qui ont la majorité politique aux Landes de Thuringe, et donc les subventions, du jour au lendemain, cessent. Donc, le Bauhaus déménage, va quitter Weimar. Mais allez où? Qu'à cela ne tienne, le maire de Dessau est particulièrement intéressé pour accueillir le Bauhaus, et donc va offrir le terrain et l'argent pour construire un bâtiment. Et là, véritablement, le Bauhaus va être abrité dans un bâtiment qui lui est propre, dessiné par lui et pour lui, hein, et en voici la photo aérienne. Alors, Dessau, ville industrielle, avec, et on l'aperçoit ici, les deux industries, enfin, parmi deux industries majeures. C'est une photo aérienne, et donc il y a des usines d'aviation, les usines Junkers, qui sont une grande firme aéronautique allemande à cette époque, et qui d'ailleurs jusque dans les années, je crois, 70, produiront des avions. Alors ils traverseront tous les régimes politiques, la société traversera tous les régimes politiques, mais continuera à servir. Alors elle servira, bon, la République de Weimar, elle servira le régime nazi, elle servira la RDA, bref, bon. Elle subsiste encore aujourd'hui, non plus dans le domaine de l'aéronautique, mais appareil de chauffage, et puis, qui l'eût cru, des montres. Bon, des montres. Donc, photo aérienne. Deuxième firme importante, Agfa. Les appareils photo, les produits chimiques qui servent à fabriquer les pellicules, les appareils, les révélateurs, fixateurs et compagnie. Et donc voilà, ici on a, vous voyez, résumé sur cette photo finalement certains aspects nouveaux du Bauhaus. Le projet donne ça. Donc ça c'est aujourd'hui une maquette en 3 dimensions donc, que l'on peut voir, ce qui donne dans la réalité ceci. Alors, ce bâtiment, il est photographié récemment, on va dire restauré, bon, mais il est pour le Bauhaus véritablement le lieu de vie. On y enseigne, cours, on y travaille, les ateliers, auditorium pour les conférences, studio pour l'hébergement des étudiants, jardin potager. On y organise des concerts, des fêtes, du théâtre, des photos. Bref, c'est véritablement le lieu de vie imaginé en 1919 qui se réalise ici en 1926. Je vous en montre quelques aspects. Ici, justement, vous avez donc, le couloir, vous avez les balcons. Les balcons, c'est tout simplement les bâtiments d'hébergement que l'on trouve sur cette maquette tout en haut, tout au bout, là. Vous voyez, là. Finalement, c'est pas concluant, ce truc-là, je sais pas comment ça marche. Bon. Ah, je me fais engueuler. Bon, ça fait rien. Bref.
on y travaille, on y vit. Et puis, les professeurs, ben, ils ne sont pas logés là, mais ils vont être logés ailleurs, hein, dans ces maisons que l'on va qualifier maisons des professeurs, qui sont une série de maisons doubles, ou deux familles prévues pour deux familles. Vous avez la photo de droite, bon, photo des années 20, donc au moment de la construction et de son utilisation, et puis photo actuelle. On est dans une pinède à quelques kilomètres de l'école. Bon. L'intérieur de ces maisons est meublé, c'est la photo de gauche, par les meublés décorés par les créations de l'école. Vous reconnaissez, hein, le fauteuil Vassili, et dans le fauteuil de assis, le monsieur et la dame, c'est tout simplement monsieur et madame Gropius, hein, donc Walter et Ise. Et la photo de droite, c'est tout simplement un appartement de Berlin dont le propriétaire a passé commande pour son ameublement auprès de l'école du bas. Et donc ce sont des œuvres ici, tout simplement, de Breuer, disons, on va dire du Bauhaus dans son ensemble. L'école, c'est aussi une source d'inspiration, un lieu de création. Alors, vous avez l'escalier intérieur, ici, bon, simplement une photo qui pourrait apparaître froide et anodine, mais qui va servir de lieu d'expression. Alors, vous avez la photo mise en scène ici de la montée de l'escalier, disons dans l'escalier, d'un groupe de jeunes femmes, peut-être de l'atelier de textile, on ne sait pas. Bref, c'est pas naturel. Il y a une mise en scène, il y a une volonté de créer quelque chose. Et donc cette photo, elle a été faite par Feininger. Et puis vous avez le tableau à côté, hein, d'Oskar Schlemmer, qui reprend l'idée de l'escalier, l'idée des personnages, voilà, hein, d'une forme d'expression artistique, picturale, audacieuse, où l'on retrouve, avec quelques libertés, hein, l'escalier en lui-même. Bon. D'autres activités, d'autres ateliers. L'atelier théâtre. Théâtre qui est plutôt atelier costume de théâtre. Mais bon, alors, vous voyez les dessins préparatoires, la photo une fois que la chose est réalisée. Donc il s'agit de, là encore, Oskar Schlemmer qui a, donc je vais parler de Schlemmer ici, donc là, le dessin dans l'escalier, la peinture de l'escalier, le voici, hein, en tant que costumier et aussi metteur en scène d'ailleurs. Il aura Schlemmer, donc S-C-H-L-E-2-M-E-R. Ah bah, de toute façon, ça vous est noté ici. Une rétrospective lui avait été d'ailleurs consacrée en 2014-2015 à la Stadtgalerie de Stuttgart, hein, vision d'un nouveau monde, hein, en jaune, Oskar Schlemmer, qui, bon, pourquoi Stuttgart? Parce que tout simplement il était natif de Stuttgart et il y avait fait ses études. Bon, est-ce que le Bauhaus se contente de travailler pour lui-même? Non. On a ici un projet d'un lotissement dans la périphérie de Dessau, quartier de Dessau-Törten, avec un ensemble de maisons identiques, 60 maisons identiques,
60 maisons identiques, mais qui ne sont pas juxtaposées comme ça, hein. Il y a derrière ça une volonté d'organisation urbaine. Donc, le coût est diminué parce qu'il y a standardisation, et c'est à destination des classes populaires. Ici, c'est une représentation graphique qui paraît dans une revue d'architecture, et ici, voici la réalité prise à l'époque de ce lotissement. Alors, qui existe toujours, hein, qui a apparemment assez mal vieilli, si on en croit ceux qui habitent, mais en même temps, évidemment, on avait tiré les prix, quoi, hein. On peut dire que là, c'est la... Alors, ce sont des réalisations derrière lesquelles il y a toujours Walter Gropius comme principal dessinateur, concepteur, donc, que ce soit ce lotissement, que ce soit l'école. C'est sa dernière réalisation, ici, en tant que directeur de l'école, puisqu'il va en 1928 décider d'arrêter, tout simplement parce que être directeur pendant 10 ans ou quasiment 10 ans de cette école, c'est vraiment devenu insupportable. Et il entend retourner à son activité d'architecte essentiellement. Même en même temps, il va toujours conserver une influence et un œil. Il est remplacé donc par Hannes Meyer en 1928, dont la stratégie est de réorienter le Bauhaus vers des réalisations à destination des classes populaires, ce que ce projet finalement commençait déjà à être. Bon, en effet, jusque-là, le Bauhaus s'est surtout adressé à des élites, non pas la bourgeoisie industrielle ou financière, qui ne s'intéresse pas à ce type d'architecture ou de design, mais les élites intellectuelles, artistiques, et évidemment la population modeste ou les classes moyennes. Bon, globalement, elle n'avait pas été particulièrement concernée. Hein, s'acheter un fauteuil Vassili. Alors, ce lotissement est déjà un premier pas, et le successeur va poursuivre dans cette voie. Bon, malheureusement, il ne poursuivra pas longtemps ses activités, puisque, pour des raisons politiques, alors il se déclare ouvertement marxiste, ouvertement stalinien, ouvertement proche de l'URSS, et les autorités de Dessau, qui financent complètement, il faut bien le voir, totalement le Bauhaus, lui demanderont, il y aura un prétexte, parce qu'il va apporter une contribution financière à une manifestation et à une grève ouvrière, lui demanderont de démissionner. Ce qui était un petit peu de l'hypocrisie, parce que les autres pensaient à peu près la même chose, mais peut-être le disaient moins fort. Cette réalisation ici, alors ici c'est 1928-29, le pavillon allemand pour l'exposition internationale de Barcelone. Voilà, je parlais de la ligne de fauteuil Barcelona. Ici, il s'agit du pavillon pour l'exposition internationale. C'est l'architecte Ludwig Mies van der Rohe qui en est le réalisateur. Ce pavillon avait disparu avec la fin de l'exposition, mais on en avait conservé les plans et en 86, voilà, il est reconstitué. Ici, oui, c'est ça. Voilà un petit peu ce qu'est
la production aussi architecturale de Van der Rohe avec ce slogan, hein, vous voyez, less is more, donc qui en dit long sur ses conceptions. Et évidemment, comment la bourgeoisie financière, industrielle, peut se reconnaître là, pas tout à fait, hein, évidemment, dans cette esthétique. Alors, donc, en 1930, ben voilà, puisque le directeur a démissionné, donc c'est lui, Mies van der Rohe, qui le remplace pour les quelques années qui restent à ce Bauhaus. Dès lors, l'école va se réorienter vers une activité principalement architecturale. Le Bauhaus va ressembler de plus en plus à une école d'architecture classique. Les autres ateliers vont progressivement fermer, et notamment à partir de 1931-32, quand les nazis prennent le pouvoir, disons, gagnent les élections à Dessau, où là, déjà, à nouveau, hein, les subventions sont supprimées. C'est donc la fin du Bauhaus, une autre vie commence. La fin dont rapidement, je vous en brosse les aspects: campagne de dénigrement, accusation de bolchevisme, je reprends, hein, attitude anti-allemande. Le Bauhaus est accusé d'être constitué d'étudiants et de professeurs juifs. Bref, voilà, hein, tout ce que l'on reproche à tous ces progressistes. Et donc, l'école est fermée en 1932. Hein. Elle est pillée, saccagée, les ateliers sont cassés, et eh bien, elle doit trouver à se replier à Berlin. Et dans des locaux pas très pratiques, une usine désaffectée, loin du centre, bref, on est loin de la période de prospérité que l'on a. Et donc, l'école devient d'ailleurs complètement privée, puisqu'elle n'a plus aucun subside extérieur. Les études deviennent payantes. On va essayer de survivre dans les dernières années par la vente des brevets, hein, ou les royalties que l'on touche sur les brevets, sur les commandes, pour assurer la survie de l'école. Mais à peine stabilisée, la situation se détériore à nouveau avec l'ascension d'Hitler le 30 janvier 1933. Le 11 avril 1933, la police débarque dans ce reliquat d'école, hein, et l'école est fermée, des étudiants sont arrêtés, certains étudiants sont arrêtés, en tout cas sont emmenés, sont embarqués, bon, ils ont contrôle d'identité, bref, l'école est fermée. Perversité du système, du régime, qui en août propose, donc quelques mois plus tard, à Mies van der Rohe de réouvrir l'école, à condition que celui-ci, évidemment, se débarrasse ou n'accepte plus certains étudiants, politiquement marqués, religieusement marqués, et de certains professeurs, notamment de Kandinsky. Évidemment, c'est inacceptable, et pour Van der Rohe, qui, dans une lettre adressée à tous les étudiants et tous les professeurs, déclare la dissolution du Bauhaus. Donc, on est en
en août-septembre 1933. Que deviennent les étudiants, que deviennent... Alors bon, chacun évidemment va aller dans des horizons différents, mais nos 3 directeurs et certains professeurs. Alors Gropius, lui, en 1934, il part en Grande-Bretagne. Bon, pas trouvé vraiment de quoi satisfaire ses ambitions professionnelles. Il tente, bon, il revient de temps en temps, bon, ils sont quand même la possibilité de revenir en Allemagne, hein, bon, c'est encore pas fermé à ce point, en 1934. Pour relancer ses activités, ça ne marche pas. 1937, il part aux États-Unis et il va, en 1937 donc, oui, il va diriger l'école de design de Harvard. Et il fondera plus tard une agence d'architectes avec Breuer, donc vous voyez, celui qui a fait les sièges connus. Quant à Hannes Meyer, donc, qui était parti en URSS dès sa démission du Bauhaus, il va y rester quelques années, jusqu'en 1936, mais là aussi, il n'y trouve pas son compte, il est déçu du peu d'intérêt et qu'on lui porte. Il ne trouve pas à travailler véritablement. Il a beau apprendre le russe, il s'y met avec acharnement, il a beau être particulièrement, je dirais plus royaliste que le roi, hein, on pouvait dire, il est un étranger. Bon. En plus, il est suisse. Hein, bon. Donc, bon, en 1936, il rentre en Suisse. Il reste quelques temps et il repart. Il part au Mexique. Et il va rester au Mexique jusqu'en 1947. Mies van der Rohe, le dernier directeur, donc lui tente vainement jusqu'en 1938 de rester en Allemagne, avec peut-être une attitude que l'on pourrait qualifier de compromettante. Vite, je retrouve mon papier parce qu'il y a un truc que je cherche là. Voilà, en adhérant à la Chambre de la culture du Reich, espérant décrocher des contrats. Bon, effectivement, on lui propose quelques projets, mais ils ne sont jamais retenus. On évoque même l'un des projets assez audacieux pour une œuvre officielle dont Hitler aurait piétiné rageusement la maquette. Bon. Et il part aux États-Unis, lui aussi. Il s'installe en 1938 à Chicago pour diriger le département d'architecture à l'Illinois Institute of Technology, dont vous avez ici, donc ici, les 2 œuvres qu'il a réalisées aux États-Unis. À droite, les 2 tours qui sont des appartements à Chicago, hein, réalisés dans les années 50, et à droite donc, et à gauche, la tour qui est le Seagram Building à New York. Donc tout ça, c'est des œuvres. Mais d'autres réalisations hors d'Europe ont lieu ici. Alors, je vous montre 3 documents, 1, 2, 3, qui sont tous les 3 des réalisations du Bauhaus à Tel Aviv. Entre 1930 et entre, disons, les années 30 et les années 50, bon nombre de professeurs, d'étudiants, pas forcément juifs et tombant sous le coup de l'antisémitisme et des lois de Nuremberg, par exemple, non, en tout cas, vont partir travailler à Tel Aviv, en Palestine, puisque c'est encore la Palestine à ce moment-là, et c'est la plus grande concentration d'œuvres du Bauhaus dans le monde. Alors, adapté aux conditions climatiques du moment, hein, évidemment, beaucoup de blanc, c'est un peu le style paquebot aussi, on parle de style paquebot, vous voyez, dans les années 40, beaucoup de blanc, les surfaces vitrées de l'immeuble du Bauhaus à Dessau, ça
ne s'appropriant tant, enfin, n'est pas très approprié pour le climat du Proche-Orient. Hein. Bon, voilà, et des maisons. Plus proche de nous, beaucoup plus proche de nous, le Bauhaus aujourd'hui, c'est également ceci, la pyramide du Louvre, puisque d'une manière indirecte, l'architecte sino-américain Pei a suivi l'enseignement aux États-Unis de Walter Gropius. Donc, voilà, hein, cette réalisation de 1989. Bon, et le Bauhaus, c'est bien sûr, enfin, non, c'est pas bien sûr, c'est également en guise de petits pieds de nez, ceci. Puisqu'il... Je savais pas, toi. Et bon, alors c'est en Suisse, ça. Suisse, non. C'est un magasin genre Conforama, Bricorama, choses comme ça, hein, qui a tenté de s'implanter effectivement, hein, en France il y a une vingtaine d'années. Ça n'a pas marché. Bon, ça marche très bien en Allemagne, ça marche très bien en Suisse. Bon, voilà. Si vous le permettez, j'ai une conclusion très personnelle à lire, et ça en sera fini. Être d'avant-garde, donc, à propos du Bauhaus, donc, c'est être précurseur, c'est bousculer les conventions, être au-delà de la modernité, qui n'est qu'une actualisation de la création par rapport à hier. Le Bauhaus est donc à l'avant-garde de la pensée créatrice, car il inscrit sa démarche dans le politique, le social, autant que l'esthétique. Si être moderne, c'est créer aujourd'hui différemment qu'hier, le Bauhaus va bien au-delà de cette recherche, de cette démarche. Je vous remercie. Excusez-moi pour le temps. Voilà. Alors, si vous avez des questions, ouais. Ah oui, oui. Alors, non seulement elle était gratuite, oui, oui, absolument. Oui, je ne l'ai pas dit. Et ouais, alors. Ça sous-entendait que c'était gratuit. Oui, alors non seulement c'était gratuit, hein, mais mais en même certains avaient même des bourses. Hein. Donc, alors des bourses à la fois pour des raisons sociales, hein, mais des bourses aussi pour certains projets. Hein. On veut réaliser telle chose, voilà. Il y a eu, ouais, 1250. Combien de postulants? Comment? Je ne sais pas, je sais pas. Ben, alors, je sais par exemple que l'atelier textile, hein, a assez vite connu un succès important. Donc, il y avait beaucoup de postulants. Et il a fallu, avoir des critères beaucoup plus sélectifs. Bon, voilà. Tout. Pour le reste... Une des premières diapositives, je crois, dédiée à Rosa Luxembourg, à Berlin. Oui. Elle existe toujours, cette bâtisse? Je crois. Où est-ce qu'elle est, je ne sais pas. Par contre, l'autre monument, alors, bon, il avait été durement, ben, on peut hein, y revenir 3 secondes, il avait été complètement détruit par les nazis. Voilà, il avait été détruit par les nazis, hein, celui-ci, et il a été restauré il n'y a pas très longtemps. On peut en acheter des maquettes au Bauhaus,
Muséum Archiv à Berlin, il y a des maquettes, des souvenirs, quoi, des trucs comme ça. Bon, voilà. Je peux dire quelque chose. Ouais. Le monument donc, de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht, ouais. il a été détruit moins de 10 ans après par le régime nazi. Donc il n'existe plus. D'accord. Alors, C'est pour ça qu'il n'y a pas de photo en fait récente. alors c'est effectivement ce qui me semblait, plus ou moins, parce que je n'avais pas retrouvé... non, mais l'autre, j'en ai pas trouvé non plus des récentes. Mais j'avais lu qu'il avait été restauré. Bon, pour ça. Voilà, bon, merci Louis, voilà l'enseignement. Est-ce qu'on a une idée du devenir de certains de ces étudiants, ce qu'ils ont réussi dans la vie professionnelle? Alors, oui, alors il y en a beaucoup qui sont tombés dans l'anonymat. On fait des études, puis après, finalement, on ne poursuit pas forcément. Certains ont eu de belles carrières, alors, soit à l'étranger, soit en restant en Allemagne, et d'ailleurs en traversant les régimes. Notamment, il y a une Gunther Stölz qui a traversé tous les régimes. Voilà, et qui, aussi bien voilà, le régime nazi, qui a servi la RDA, voilà, il y en a quelques-uns comme ça. Bon, la plupart sont partis, ou se sont fait discrets, ou se sont fait oublier. Alors, il y a aussi des étudiants qui sont devenus, enfin, qui étaient des nazis. Alors, bon, il y a eu... Si vous avez, si on a 5 minutes, on peut raconter quand même la chose suivante. C'est qu'en fait, l'école, elle a été, quand elle était à Dessau, elle a commencé à être noyautée, il faut le dire, par un certain nombre d'étudiants qui ne se sont pas forcément déclarés comme ultra-conservateurs, voire même proches du NSDAP, qui pouvaient être des artistes, qui pouvaient avoir la veine un peu artistique, mais qui ont eu la volonté de faire de l'entrisme, de noyauté. Et ceux-là, bon, peut-être pas très nombreux au départ, ont été quand même bon, relativement actifs à la fin pour précipiter le Bauhaus dans le gouffre, quoi. Et donc ceux-là, est-ce qu'ils ont poursuivi une carrière artistique? Pas certain. Peut-être si, auprès d'Albert Speer. On ne sait pas. Mais c'est l'architecte officiel, Albert Speer. C'est quand même un modèle d'architecture différent du style Bauhaus. Oui. Non, c'est pour ça que je dis, ils ont peut-être poursuivi une carrière auprès d'Albert Speer, mais pas autrement, quoi. Oui, justement, puisqu'on parle de cette architecture totalitaire, quoi. Vous avez comme ça. Le régime avait demandé aussi au Bauhaus berlinois, dans sa phase finale, de faire des projets, de proposer des projets monumentaux, de places, de bâtiments, qui n'étaient pas, qui n'ont pas été repris.